Ok, super, merci. Du coup, il y a sûrement des notions que vous avez déjà vues, mais tout est toujours utile de revoir et peut-être sous un autre angle. Donc, la première chose concernant les séances, c'est que ben voilà, quand on accompagne, donc nous aussi on fait de l'accompagnement avec la Haute École de Gestion, et c'est vrai qu'on accompagne souvent des structures qui ne visent pas forcément à aller dans des modes holocratiques ou des modes très décentralisés, mais on essaie d'amener des formes de distribution de l'autorité. Et une chose très simple à amener, c'est déjà de distribuer les rôles dans les réunions, donc les rôles que vous voyez ci-dessous. Il y en a un peut-être que vous ne connaissez pas forcément, qui est le rôle frigo qu'on aime bien, qui est en fait d'avoir quelqu'un qui garde les sujets dans un endroit qui se garde, c'est-à-dire le frigo, pour les sujets qui ne peuvent pas être traités tout de suite. En tout cas, ça aide en fait vraiment déjà à avoir une première notion de distribution de responsabilité au sein d'une équipe, et ça, c'est assez crucial. Après, une autre chose qu'on introduit souvent dans les accompagnements qu'on fait, c'est une prise de conscience finalement des différents modes qui existent, parce qu'en fait, il y a différentes raisons de se réunir. Là, je vous en ai mis 3 principales, mais on peut encore en avoir d'autres. C'est le fait pour pouvoir prendre une décision, on est obligé en amont avoir préparé une proposition, avoir décortiqué un sujet. Ensuite, il y a le mode de prise de décision. Puis après, dès qu'on a pris une décision, alors on peut se coordonner pour se répartir les tâches. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, finalement, si on distingue bien ces différents modes, on va aussi les traiter différemment. Si on est l'animateur ou facilitateur, suivant comment vous l'appelez, lors de la séance. Donc, le mode proposition, on est vraiment dans un moment de brainstorming où on va faire vivre l'intelligence collective. C'est bien de le cadrer, d'ailleurs, d'utiliser des méthodes de facilitation suivant l'objectif. En fait, il en existe plein. Et du coup, on est plus dans un mode où chacun s'exprime. On ne va pas forcément faire des tours de table précis. On va avoir peut-être un cadre défini en termes de timing, mais on ne va pas forcément faire des tours de table. Après, on a le mode de prise de décision où justement, ça vaut la peine de s'accorder sur quel type de prise de décision on est au niveau collectif. Est-ce qu'on est plutôt dans la majorité, le consensus, le consentement? Je vais présenter un petit peu les différences tout de suite. Puis finalement, il y a le mode de coordination qui est en fait, on se répartit les choses, les tâches à faire. Et puis là, le facilitateur, finalement, son intervention, elle est simple. Elle donne la parole à la personne qui amène le point de coordination. Et puis après, elle s'assure que c'est réglé et les gens règlent entre eux leur point de coordination. Puis après, il peut passer au point suivant. En fait, ce qui est important, c'est de distinguer ces différents éléments, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que dans une réunion, il y a une interaction entre tous ces différents modes. J'ai peu parlé de celui d'information, qui est en fait aussi, suivant les types de réunions, le mode principal, c'est l'information, où finalement, il y a un ou plusieurs personnes qui présentent des choses, et il peut y avoir plus ou moins de réactions par rapport à ces informations. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est de se rendre compte en fait dans quel mode principal on est dans la séance, et du coup de traiter le point selon cela. Si on imagine un ordre du jour, en fait, ce que nous, on préconise dans les accompagnements qu'on fait, c'est de mettre en début juste avant le point qui est amené à l'ordre du jour, voilà, est-ce qu'on est dans un mode de prise de décision? Est-ce que là, on voit que la personne, elle n'a peut-être pas, celui qui amène le point à l'ordre du jour, il n'a peut-être pas finalisé tout à fait la proposition, donc il y aura peut-être encore un moment d'échange, en brainstorming, avant de pouvoir prendre une décision de manière plus formalisée. Et du coup, ça permet en fait aux facilitateurs de cadrer un petit peu, ok, comment je vais traiter ça pour animer. Et en fait, ça facilite énormément aussi la distribution des rôles durant la séance, surtout pour le facilitateur qui doit apprendre, peut-être parce que c'est quand même une compétence en fait de savoir le faire. Je vous ai détaillé ensuite, je vous enverrai la présentation, mais pour chacun de ces modes, finalement, qu'il existe différents types de cadres. Donc voilà, si on est dans un moment où on prépare une proposition, je vous ai mis un petit extrait d'un livre où en fait, vous pouvez aller piocher vraiment énormément de manières de brainstormer collectivement et de faciliter des éléments de groupe en fonction de l'objectif. Le plus basique que moi j'utilise assez souvent, c'est celui-ci où finalement on va être dans un moment où on décrit d'abord la situation actuelle, la situation recherchée, on liste les freins et les moteurs, et en fait ça nous permet d'aboutir sur une proposition finale, et ça décortique le sujet. Si on se trouve dans un moment de prise de décision et que c'est le mode principal,
On peut avoir différents types en fait, de séances qui sont dédiées à la décision, donc des moments plus stratégiques aussi où on voit que la fréquence elle est peut-être plus écartée, que des moments où on est plus sur du pilotage stratégique, où voilà, on va quand même se voir toutes les 2 à 4 semaines. Ça dépend beaucoup du contexte. Et en fait, ce qui est surtout important dans ces moments-là, c'est de s'accorder sur le mode de prise de décision, comme je l'ai dit par avant. J'aime beaucoup ce schéma que vous pouvez voir, il y a une échelle de temps et d'engagement. On voit qu'il y a des modes de prise de décision qui demandent plus de temps, mais qui vont assurer aussi plus d'engagement. Et du coup, on va utiliser ces modes de prise de décision qui demandent beaucoup de temps pour les questions qui impactent le plus de monde dans le collectif, qui vont avoir, voilà, qui sont au cœur de l'organisation, comme justement la raison d'être, les éléments stratégiques. Et là, on va essayer d'impliquer au maximum, évidemment, dans une taille d'une grande organisation, c'est plus compliqué. Mais l'intention, c'est ça. Et donc, là, vous voyez que j'ai entouré finalement les modes que je privilégie. Pour ceux qui ne sont pas familiers entre la différence entre le consensus et le consentement, c'est une nuance assez intéressante à prendre en compte. Le consensus étant tout le monde est d'accord, le consentement étant personne n'est contre. Donc, dans le consentement, on va vraiment se focaliser sur en fait, les objections des gens en lien avec la raison d'être aussi de l'organisation. Est-ce qu'on peut se dire, OK, c'est peut-être pas ma préférence individuelle, donc je laisse le collectif essayer et puis on va prendre la décision. Je n'ai pas une objection formelle. Voilà, c'est aussi distinguer cette préférence individuelle de préférence collective. Et donc, ça permet de fluidifier, en fait, finalement, la prise de décision. On peut aussi choisir un mode majoritaire ou au consensus, hein, ça dépend des contextes. Moi, je dis ce que je privilégie, mais ce n'est pas forcément propice à tous les contextes. Puis finalement, un dernier élément que je voulais souligner quand même et que j'ai trouvé très intéressant le jour où j'ai découvert ça, c'est que si on est dans un mode principal de coordination, vous voyez qu'en fait, on peut avoir vraiment différents types de réunions de coordination. Et en fait, ça va être très dépendant du type d'activité de l'équipe qui se coordonne. Donc là, j'ai repris les travaux de Sibylle Eunert qui distinguent en fait 4 types de différents modes de coordination en fonction du niveau d'interdépendance dans le collectif. Donc ici, on est dans une interdépendance qui est faible. Imaginons des enseignants. Finalement, ils ont tous leurs cours différents. Ils n'ont pas vraiment besoin de se coordonner pour réaliser leurs cours. Par contre, ils vont se voir peut-être tous les mois pour échanger des bonnes pratiques entre eux, se coordonner sur la politique globale de l'institution, etc. Ici, on est dans une interdépendance séquentielle qui est un peu plus complexe déjà, où on peut imaginer une chaîne de production, par exemple, où chaque soit équipe ou membre d'une équipe a un rôle précis pour aboutir en fait à la tâche finale. Et là, on va être dans une coordination plutôt bilatérale en fait, pour se passer le travail. Donc, on n'est pas non plus dans un besoin nécessairement de se voir tous ensemble. Et là, on est dans un mode de coordination encore plus complexe, dans l'interdépendance réciproque, où finalement, ça peut être l'exemple, par exemple, d'une équipe RH, où on a des rôles quand même distincts dans l'équipe, mais peut-être pour réaliser certaines tâches, il va falloir le faire en trinôme, ou alors tous ensemble, il va falloir échanger, il y a aussi peut-être plus d'échanges entre les rôles et les responsabilités, donc plus de polyvalence dans l'équipe. Et donc là, on aura besoin de se coordonner peut-être plus fréquemment. Et finalement, le dernier endroit de coordination qui est assez en fait fréquent dans notamment les équipes qui développent des logiciels où en fait on va avoir des compétences très diverses telles qu'un développeur, un designer, etc. Là, on va être dans des modes de coordination qui sont beaucoup plus concentrés, complexes et en fait où c'est tout à fait propice à ce moment-là d'appliquer typiquement la méthodologie Scrum où en fait dans la méthodologie Scrum, on va avoir des moments de coordination qui sont très fréquents. On a le daily stand-up tous les matins, on a à la fin d'un sprint une rétrospective, on va on va planifier des sprints, donc on a plus de moments de coordination. Et en fait, on voit que la coordination, elle est importante plus ou moins en fonction de l'activité. Voilà, donc je vous ai partagé certains de ces outils. Ce que moi j'utilise beaucoup, c'est finalement d'avoir des séances aussi des fois où on se rend compte qu'il y a des modes, il y a peut-être aussi tous les différents modes et on les traite et puis ça permet aux facilitateurs d'être un peu plus fluide en fait dans ce traitement s'il sait dans quel mode intervenir. Voilà pour moi et je vois qu'on est déjà au bout. Je prends volontiers une ou deux questions pour ceux qui peuvent rester. Et puis, pour ceux qui doivent s'en aller, je suis navrée de ce timing un peu géré chaotiquement. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions.
Oui, David. Oui, merci Manon, hein. C'était effectivement très, très intéressant c'est un sujet en fait qui nous intéresse en ce moment au niveau aux hôpitaux universitaires, donc c'est inspirant. Moi, je rajouterais juste un élément par rapport à la proposition. Le fait, c'est que de proposer différentes alternatives ou variantes, de ne pas venir avec une seule option, c'est comme des éléments qui sont quand même intéressants pour la prise de décision. Voilà, donc c'est juste un ajout que je voulais faire. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, interventions? Oui, Grégory. Moi, c'est même pas une question, c'est juste un bravo et merci à toutes les deux. Enfin, je suis toujours impressionné comment en 15 minutes, on arrive à synthétiser, partager des trucs qui sont extrêmement riches. Donc, bravo et merci à toutes les deux en tout cas. Et le timing n'était pas chaotique, vous avez fait au mieux, c'était parfait. Bravo, merci. Merci Grégory.